Donc, non, ça c'était bon. Donc la genèse d'un petit peu tout ce qui est cryptocurrency et ce genre de choses. Donc en 92, il y a un manifesto des crypto-anarchiques qui a été écrit par Tim May. Donc c'est la première étape de tout ce qui est le mouvement qui va donner après à tout ce qui est Bitcoin et tout ce qui est un petit peu système de blockchain. En 98, il y a une première tentative qui est la B-Money par Wei Dai, je ne suis pas sûr de la prononciation, qui est première implémentation de ce qui va donner après le Bitcoin. 2005, on arrive à des choses qui sont un peu plus concrètes et un peu plus matures. Il y a le Bitcoin par Nick Szabo, et surtout en 2009, donc par Satoshi Nakamoto, on a le Bitcoin, qui a une notoriété au final que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que Satoshi Nakamoto est juste un pseudonyme et que la personne derrière ça n'a pas été réellement identifiée. Donc c'est un petit peu, ça fait partie du mythe qui est autour de toutes ces choses-là. En 2013, il y a la publication du principe de la blockchain Ethereum par Vitalik Buterin. Et en 2015, la création du bloc Genesis d'Ethereum. Donc c'est le début de la blockchain. C'est le début de la blockchain. Je suis un peu handicapé pour ce truc. Vas-y, il n'y a plus un. Bon. Il ne faut pas toucher à la souris. L'histoire d'Ethereum plus en détail. Donc fin 2013. Donc c'était initialement écrit par Vitalik Buterin, donc un russe de 19 ans, on voit la photo là-bas, qui a l'air d'en avoir 15, qui a créé tous les concepts qui sont autour de ça. Donc c'est une sorte de petit génie qui a écrit ça. Il s'est vite fait entourer par une paire de docteurs et de gens qui avaient tous des bacs plus 10, qui l'ont entouré, qui l'ont aidé à structurer un petit peu les idées qu'il avait pensées. En particulier le docteur Gavin Wood, à partir d'avril 2014. À partir de juin 2014, donc assez rapidement au final, on voit, il crée une fondation en Suisse pour pouvoir mettre en place tout ça et mettre le concept en exergue. En juillet 2014, donc juste après, ils font un financement initial de Ethereum. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre les premières monnaies, les premières valeurs de la monnaie pour pouvoir s'auto-financer. Donc ils font une levée de fonds au final en Bitcoin en vendant les premiers Ethers, qui est la monnaie du système Ethereum. Donc ils vendent 60 millions d'Ethers pour 31 000 Bitcoins, ce qui fait 18 millions d'euros. Donc après ça, globalement, ils n'ont plus trop besoin de se soucier de l'argent pour pouvoir financer leur projet. Enfin, ça c'est encore un débat, on verra à la fin. Une fois que ça s'est fait, au final, le 30 juillet 2015, ils sortent Ethereum Frontier, qui est donc le développement de smart contracts devient possible d'une manière sécurisée, enfin selon, oui, les smart contracts sont développables d'une manière sécurisée. Le 14 mars 2016, il y a la sortie d'Ethereum Homestead qui est vraiment production ready et sur lequel il y a un ensemble de choses qui ont commencé à être développées. Voilà. Toi ou c'est... Ah non, il y a encore Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Non, on va passer à la main. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les blockchains, c'est vraiment un effet de mode. En fait, l'intégralité de la planisphère s'intéresse au phénomène blockchain. Pourquoi? Parce que très vite, on ne s'est pas seulement intéressé à Bitcoin, mais on s'est aussi intéressé à tout ce que la technologie peut représenter et qu'a comme avenir dans l'écosystème, que ce soit la finance, que ce soit la médecine. Bref, il y a tout un tas de champs d'application que l'on commence à voir apparaître et sur lesquels on commence à avoir des implémentations plus ou moins complètes. Donc il y en a qui apparaissent, qui disparaissent. Donc à partir de ces petits graphes là, vous voyez très bien qu'on a quand même un mouvement massif vers l'intérêt vers cette technologie. Donc, avant de plonger strictement parler dans les fondements même d'Ethereum, on va expliquer un petit peu les principes de la blockchain tel qu'il a été proposé par Bitcoin, tel qu'il a été fondé par Bitcoin. Donc une blockchain c'est quoi?
Au départ, une blockchain, Bitcoin, c'est la création d'un système d'échange de monnaie de manière décentralisée. Donc ça, c'est l'aspect principal. À la limite, tout ce qui traîne derrière, c'est une conséquence de l'aspect décentralisé. Donc, un échange de monnaie, c'est quoi? C'est simplement des transactions qui vont aller d'un point A à un point B. Ces transactions, on souhaite les échanger, on souhaite échanger ces transactions et la monnaie qui transite, plus particulièrement, par une autre compensation. C'est-à-dire que quand on va créer un Bitcoin, on va devoir l'échanger contre quelque chose qui a, a priori, autant de valeur. Ce quelque chose, c'est de la ressource informatique. C'est la seule chose qu'on a trouvée pour l'instant. On verra qu'il y a des petites améliorations quand même à faire. Mais en tout cas, initialement, on a voulu échanger de la ressource informatique par des bitcoins pour pouvoir créer de la monnaie. Donc ça, ce procédé, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle le mining, ou le minage en français. C'est ce qui va consister justement à résoudre un challenge mathématique pour créer des bitcoins. Donc bien sûr, on n'a pas envie de réaliser ce processus coûteux en ressources à chaque transaction. Donc pour ça, on va regrouper les transactions au sein de ce qu'on appelle des blocs. Et donc, un bloc va être simplement le regroupement d'un certain nombre de transactions. On verra qu'il y a un certain nombre d'autres informations qui sont présentes dans les blocs, mais essentiellement, c'est ça. Outre son aspect décentralisé, on va trouver un certain nombre de propriétés donc, qui vont être importantes pour Bitcoin. Donc l'aspect décentralisé, j'ai oublié de le mentionner, c'est avant tout le fait que tous les nœuds du système peuvent prendre n'importe quel rôle dans Bitcoin. C'est-à-dire qu'un nœud du système, n'importe lequel, peut choisir de créer un bloc. Les autres nœuds doivent à leur tour à ce moment-là participer à la validation de ce bloc et confirmer que le bloc est bien valide au sens du protocole Bitcoin. Ensuite, les deux autres aspects qui nous intéressent ici, ce sont l'anonymité. Donc effectivement, à aucun moment, lorsque vous créez un nœud Bitcoin, vous n'avez à entrer un compte, à créer un compte qui va vous identifier de manière formelle. Ce que vous créez simplement, c'est une adresse Bitcoin qui va simplement permettre les échanges et de stocker, si vous voulez, vos bitcoins à l'intérieur. Mais à aucun moment, votre adresse n'est reliée à votre identité. Et heureusement, parce que la dernière propriété d'une chaîne, finalement, c'est son aspect traçable. C'est-à-dire qu'on peut recroiser tous les échanges, toutes les transactions d'une blockchain peuvent être tracées depuis l'origine de la blockchain et on peut retrouver l'ensemble des mouvements qui ont été réalisés sur la blockchain. Donc l'anonymat est particulièrement important, évidemment, pour des raisons de confidentialité. Donc si on commence maintenant, on va commencer à s'intéresser un petit peu plus à la structure d'Ethereum. Donc ça va être un petit peu facile au début, mais on va voir que c'est quand même important finalement de comprendre comment ça fonctionne exactement pour la suite de la présentation. Donc sur un bloc, on va trouver déjà un élément qui s'appelle le header, l'entête. Cette entête, elle va avoir un certain nombre de valeurs. On verra par la suite qu'il y en a certaines qui sont utiles, d'autres qu'on va simplement zapper. Vous pourrez les retrouver dans les pages et les pages de normes d'Ethereum si ça vous intéresse. On a des choses qui sont un petit peu particulières, qu'on appelle des Merkle trees, qui sont, si vous voulez, des arbres de l'âge. C'est-à-dire que les seules informations utiles d'un Merkle tree, ce sont les nœuds qui sont en bas, ici, qui vont contenir un certain nombre d'informations. Les nœuds intermédiaires de cet arbre vont simplement contenir le hash du nœud qui est en dessous. Donc ici, ce nœud et le hash de ces deux éléments. Ça nous permet quoi? Ça a deux propriétés intéressantes finalement à Merkle tree. C'est que si on modifie un nœud de cet arbre, eh bien la racine de cet arbre va changer. Donc ça nous permet de détecter assez rapidement que l'arbre a été modifié. Au final, simplement en ajoutant un nœud, on a un CRC, une sorte de CRC de l'arbre qui va être créé au niveau de la racine de l'arbre. Et puis l'autre propriété intéressante, eh c'est qu'on peut modifier l'arbre localement, c'est-à-dire ajouter un nœud par exemple ici, sans pour autant recalculer tout ce qui est à côté. Tout ça reste fixe, on n'y touche pas, et on peut recalculer la racine assez rapidement. Dans Ethereum, on a trois arbres qui vont contenir des données un petit peu différentes. Donc le premier, c'est le state root. Le state root, il va contenir la balance des comptes, si vous voulez. Il va contenir également d'autres choses que l'on verra plus tard, donc notamment le code des smart contracts, le storage, les données du smart contract. On en parlera un petit peu plus tard. Le transaction tree va contenir la liste des transactions qui ont été appliquées sur le système. Et le dernier, il n'est pas fondamentalement nécessaire, mais il est là quand même, donc on va en parler. Donc c'est le receipt root.
Celui-ci, cet arbre-là, va contenir simplement des informations comme les frais de transaction qui ont été appliqués sur les transactions justement. Et lorsqu'on va coller un bloc, on peut rater. Voilà. Donc quand on va coller un bloc à côté, quand on va le chaîner avec une fonction mathématique, on va bien sûr pas s'amuser à restocker l'ensemble de l'arbre. On va faire des références et on va simplement stocker dans le bloc qui nous intéresse les nœuds qui changent dans nos différents arbres. De ce, on reste avec une taille de bloc qui est raisonnable. On n'a pas besoin de resynchroniser tout l'arbre sur nos nœuds éthériels. Alors bien sûr, nous sommes dans un système distribué. Donc ce qu'il arrive, quand on chaîne des blocs entre eux, c'est que parfois, des mineurs qui opèrent en même temps sur les mêmes transactions créent des blocs et créent ce qu'on appelle des forks dans la chaîne. Tout simplement, on a ici des blocs qui incluent les mêmes transactions, qui partent du même parent et qui vont être créés au même instant parce qu'on est dans un contexte distribué. Le processus qui a été mis en place dans Bitcoin pour résoudre ce problème-là, eh bien simplement, c'est d'ignorer tous les blocs qui constituent des forks. Donc des fois, ça a choisi un peu aléatoirement. Donc manque de bol, celui qui est l'objet du fork va perdre toutes les rémunérations qui vont être l'objet du fork. Dans Ethereum, on a changé un petit peu de pratique pour des raisons que j'expliquerai juste après. On va utiliser un processus qu'on appelle Ghost. Alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais ce n'est pas important. Qui va consister à référencer les nœuds orphelins ici, à l'intérieur du nouveau bloc. Donc ici, notre bloc C6, il va non seulement référencer un parent, mais en plus, il va référencer les nœuds orphelins ici, de manière à ce que finalement la branche principale de notre blockchain, ce ne soit pas la branche la plus longue, mais surtout la branche qui référence le plus d'oncles. On appelle ça, ces orphelins, les oncles ou les owners, dans le langage un petit peu plus évolué d'Ethereum. Donc, à savoir que Ethereum rémunère les mineurs quand ils référencent des oncles. En fait, les mineurs ont tout intérêt à faire en sorte d'inclure les oncles de telle sorte d'optimiser leur gain, tout simplement. Par ailleurs, il a été prouvé par des stats, on s'en fout, mais il a été prouvé en tout cas qu'il est toujours intéressant de miner sur un bloc par an et de référencer des oncles. Donc finalement, on va inciter les mineurs, simplement par la rémunération, à toujours s'intéresser à la branche parente d'Ethereum. Donc au final, quand on va créer un bloc, donc voici mon bloc, on va lui apporter un certain nombre d'informations. Donc la première chose, ça va être le hash du bloc parent. Donc c'est ce qui va matérialiser physiquement le chaînage des blocs entre eux. Donc on va réaliser le hash des entêtes du bloc parent, l'inclure dans notre nouveau bloc. Et puis on va rajouter le référencement des fameux blocs oncles qu'on va ajouter de la même façon à notre nouveau bloc. Étape bien sûr obligatoire, on va sélectionner un certain nombre de transactions qui vont être inclus dans ce bloc-là. Alors le nombre de transactions en fait n'est pas strictement fixe, c'est-à-dire qu'on peut inclure une transaction, on peut inclure plusieurs transactions. Théoriquement, on peut même faire des blocs sans transaction. Alors déjà, première chose, dans Ethereum, il y a des frais de transaction. Donc quand on inclut une transaction, on gagne des sous. Facile. Donc on va essayer d'en inclure le plus possible. De plus, les blocs ont une taille limite, une taille limitée, en termes de taille, vraiment de taille. Pas en termes de nombre de transactions, mais en termes de taille. Donc, à un certain moment, on ne va plus pouvoir ajouter de nouvelles transactions, donc on va essayer d'optimiser ce nombre-là, d'inclure le maximum de transactions qui rentrent dans la taille du bloc, et simplement travailler après sur le processus de mining qui est ici. Ici, j'ai dit. Donc on va voir juste après, physiquement, comment ça se passe, le processus de mining. Alors, comment ça fonctionne? Donc en fait, on a un algorithme un peu plus complexe que dans Bitcoin, justement, pour réaliser le processus de mining. Donc, tous les 30 000 blocs, on va générer ce qu'on appelle un cache. Un cache, c'est, par les méandres d'une fonction mathématique que je ne connais pas par cœur, on va générer, à partir du niveau de bloc, donc bloc 0, bloc 30 000, bloc 60 000, on va générer un cache qui va être simplement un ensemble de données d'à peu près 16 mégas. À partir de ce cache, on va générer un ensemble beaucoup plus gros cette fois, qui s'appelle le DAG, pour Dagger Hashimoto si la mémoire est bonne, qui va être, lui, d'une taille aujourd'hui entre 1,5 et 2 GB. Pourquoi?
Parce que Bitcoin a fait une expérience, donc il utilise un processus de minage qui est beaucoup plus simple. Ce qui s'est passé, c'est que des serveurs un peu spécialisés qui sont dédiés au minage de blocs Bitcoin ont été créés, de telle sorte que finalement, vous et moi, on n'est plus capable aujourd'hui de miner du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on est tellement ridicule avec nos petits PC là, que finalement, on n'est plus capable de gagner de l'argent en minant du Bitcoin. Donc Ethereum a fait le nécessaire pour faire en sorte que les outils dont on dispose, nous, vous et moi, donc un simple processeur et une carte graphique, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est utilisé principalement, puissent être utilisés pour gagner des Ethers sur la chaîne Ethereum. Donc comment ça se passe? On va partir de deux valeurs. Donc le hash du header ici, c'est ce qu'on appelle un nonce, qui est simplement une valeur qui s'incrémente. Donc en fait, on va faire plusieurs itérations avec ce nonce. On va l'incrémenter jusqu'à trouver une valeur qui va satisfaire une condition mathématique, donc que j'expliquerai juste après. On va secouer tout ça, et le nonce plus le header va donner ce qu'on appelle un seed. Le seed va nous permettre de sélectionner, par une autre formule mathématique, un certain nombre de valeurs qui vont nous donner, ici, le mixage. Donc on va mixer ces différentes valeurs, en déduire une valeur qui s'appelle le mixage. Et pour finir, ce mixage va être comparé avec une difficulté qui, elle, s'accroît au fur et à mesure que la taille de la chaîne augmente. Donc au final, ce que l'on peut voir ici, c'est que il est évidemment de plus en plus difficile de miner de l'Ether au fur et à mesure que la chaîne s'agrandit. Ça, c'est un processus qui est normal, qui est prévu, intentionnel. Pourquoi? Simplement parce qu'on anticipe le fait que les outils qui vont être utilisés pour miner soient de plus en plus performants et permettent donc de miner de plus en plus vite. Une autre propriété quand même de ce processus de minage, c'est que bien sûr, ça prend du temps tout simplement parce que le nonce ici va être incrémenté et ça prend du temps de refaire toute l'étape de calcul. Okay. Par contre, on veut quand même que ce soit extrêmement rapide à vérifier. Donc la vérification, elle se passe de la manière suivante. On oublie toutes les valeurs qui ne nous intéressent pas. On repart du nonce qui est connu ici. On redéduit ces valeurs qui nous intéressent et on retrouve et on peut vérifier à nouveau cette condition mathématique. Donc en fait, un client dit léger, c'est-à-dire un simple utilisateur de la plateforme Ethereum, quelqu'un qui ne mine pas de l'Ether, eh bien, il peut simplement se passer du DAG ici et se baser sur le cache. Donc il n'a pas besoin de générer cette grosse masse de données qui est absolument inutile, à part pour miner, prouver qu'on l'a fait tout simplement. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Déjà, parce que personnellement, ça m'a intéressé. Pourquoi? Parce qu'on a affaire ici à des structures de données qui sont pas forcément coutumières par rapport à ce qu'on a à faire tous les jours. Et ensuite, parce qu'on a pu se rendre compte que finalement, même si dans l'idée, chaîner des blocs, ça paraît assez simple, il y a quand même un travail de recherche assez important dans les blockchains qui consiste à faire en sorte que le système soit stable et robuste par rapport à quelqu'un qui souhaiterait déstabiliser, bien sûr à son avantage, le système. Donc, ce processus de minage que l'on a vu, il était spécialement conçu pour faire en sorte que les outils dont on dispose, donc les ASICs, les fameux serveurs spécialisés Bitcoin, ne soient pas utilisés, soient saturés en mémoire pour éviter de déstabiliser le système. Tout ça, ça a pour conséquence que le système peut être utilisé par des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, si vous vouliez créer votre chaîne de but en blanc, ce sera un processus assez long et fastidieux et assez risqué et périlleux de faire ça tout seul. Ça a mobilisé quand même un certain nombre de personnes pour arriver à ce résultat-là, des chercheurs, qui me disaient Paul tout à l'heure, pour arriver à quelque chose de stable. On va passer maintenant à une partie qui va être un petit peu plus orientée vie de tous les jours sur la planète Ethereum. Donc on va décrire un petit peu comment fonctionne le VM, voire plus particulièrement le nœud Ethereum tel qu'on le connaît. Donc le nœud Ethereum, en réalité, il dispose d'un certain nombre d'interfaces pour communiquer avec l'extérieur. Donc ces interfaces, la première, c'est la partie Discovery ici. La partie Discovery, elle emprunte, si vous voulez, le protocole Kademlia, un dérivé du protocole Kademlia, donc, qui est un réseau que vous connaissez, qui commence à dater maintenant, donc c'est le fameux réseau d'échange de 10 000, si vous ne savez pas.
Donc, cette partie discovery a été empruntée donc, au réseau peer-to-peer Emule pour pouvoir découvrir dynamiquement les différents nœuds du système. Alors en réalité, il y a une petite quantité de nœuds qui sont directement insérés dans le code source du nœud Ethereum pour pouvoir initier le système. Donc une fois que ce système est initié, le nœud Ethereum va aller découvrir un certain nombre de peers sur le réseau. Et puis, on a un mécanisme de synchronisation qui va se lancer, donc on va synchroniser tous les blocs. Donc il faut savoir que dans Ethereum, comme dans Bitcoin d'ailleurs, l'intégralité de la blockchain est téléchargée sur chacun des nœuds. Donc à tout moment, on peut retracer l'ensemble des transactions, mais sur n'importe quel nœud. Donc effectivement, on a certaines contraintes d'espace qui nous ont conduit aux structures de données que l'on a vues tout à l'heure. Cet échange d'informations va se passer sur le port ici, CP3303, donc le listener ici, qui va permettre la synchronisation des informations par ce moyen-là. Donc ça, c'est la partie extérieure. Maintenant, on a la partie plutôt interne, réseau interne, on va dire. On a deux interfaces qui nous permettent de jouer avec un nœud Ethereum. Donc on a la première qui est une interface JSON-RPC, donc vous allez pouvoir lancer des commandes en JSON sur votre nœud Ethereum par l'intermédiaire d'une simple structure ici. Et puis vous avez ici un petit bloc IPC donc, qui permet d'accéder aux commandes d'administration les plus basses, je dirais, du nœud Ethereum, donc simplement on va dire en ligne de commande. Et puis au milieu de tout ça, vous avez un ordonnanceur qui va s'occuper de toute la partie logique d'Ethereum qui s'appelle le VM, l'Ethereum Virtual Machine. Donc le VM, elle fonctionne comment? Le VM, son rôle, c'est d'exécuter des transactions, c'est d'exécuter ce qu'on appelle des smart contracts, qui sont, si vous voulez, à l'image de ce qu'on connaît, des programmes informatiques qui s'exécutent sur les nœuds Ethereum. Donc chaque nœud Ethereum doit être capable d'exécuter un smart contract. De la même manière, c'est même une obligation. Pourquoi? Parce que lorsque un nœud exécute un smart contract, il doit pouvoir être vérifié par l'ensemble des autres nœuds. Et donc par extension, il doit pouvoir être répété sur l'ensemble des autres nœuds. Un smart contract, en fait, c'est le regroupement d'opérations de très bas niveau, qu'on appelle les opcodes ici. Donc c'est vraiment l'identique de ce que vous pouvez trouver dans n'importe quel VM de langage de niveau d'aujourd'hui. Simplement, donc, ce sont des opcodes qui vous permettent de faire des opérations de bas niveau. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, il y en a à peu près une centaine, je pense. Par exemple, ici, vous avez donc l'opcode add qui vaut un certain nombre d'unités de ce qu'on appelle un gas. Donc un gas, c'est quoi? C'est le coût d'exécution sur la plateforme Ethereum de cet opcode. Donc si vous voulez, à chaque fois que vous effectuez une instruction sur la plateforme Ethereum, ça va vous coûter un certain montant en gaz. Et donc un smart contract va avoir par extension un certain coût d'exécution. Quand vous allez appeler une fonction du smart contract, ça va avoir un certain coût d'exécution qui va être le cumul de tous ces opcodes. Lorsque notre développeur, en haut à gauche, en bleu, va vouloir déployer un smart contract, déjà il va bien évidemment pas travailler en opcode, il va travailler dans un langage de plus haut niveau. Donc il en existe plusieurs. Le plus connu aujourd'hui, le plus utilisé, c'est certainement Solidity, donc qui est un langage, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu après. Donc on va compiler ce langage de haut niveau en opcode et le déployer sur le réseau Ethereum. Donc quand on dit le déployer sur le réseau Ethereum, simplement on envoie la succession d'opcodes qui va être exécutée et on l'inscrit dans l'un des blocs. Donc bien sûr, la création, comme vous voyez, la création d'un smart contract est une opération extrêmement coûteuse par rapport aux autres informations. Donc ça veut dire aussi que si vous voulez commencer à créer vos smart contracts, ou vous voulez commencer à créer vos applications sur Ethereum, eh bien la première chose qu'il va vous falloir, c'est de l'Ether. Donc soit vous vous lancez dans le minage intensif, soit vous passez par une plateforme d'échange qui va vous permettre d'échanger vos euros pour des Ethers, et vous pourrez commencer à déployer vos applications. Ce qui veut dire aussi qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait quand on déploie des contrats. Alors, le principe de fonctionnement, c'est que lorsque vous déployez et que vous appelez un smart contract, vous allez fixer deux paramètres essentiels. Vous allez fixer la quantité de gaz maximale que votre appel doit engendrer. Ceci, c'est fait pour éviter que les nœuds Ethereum partent en boucle. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une boucle de récursion,
une boucle sans fin dans votre code, eh bien potentiellement les nœuds du système commenceraient tous à tourner sans fin et le système tomberait. Alors pour fixer une limite à ça, eh bien il y a un maximum de gas qui est fixé, que vous fixez d'ailleurs, qui dit simplement dans vos nœuds Ethereum, si vous dépassez cette limite, vous vous arrêtez. Couplé à ça, vous indiquez le prix que vous souhaitez payer en Ether pour une unité de gaz. Ceci vous permet de dire, eh bien, si je veux que ma transaction passe rapidement, je vais augmenter ce prix de gaz de telle sorte que mes transactions soient prioritaires sur le nœud Ethereum. Si je réduis le coût de mon prix de gaz, eh bien, les nœuds Ethereum décideront quand ils voudront bien prendre ma transaction. Ce sera certainement beaucoup plus tard. Une autre information capitale quand on développe les smart contracts, si vous fixez mal cette quantité de gaz, eh bien, votre contrat va bien sûr s'arrêter, ça c'est une chose, mais l'intégralité de l'argent de l'Ether qui a été miné va aller au mineur tout de même. Par contre, votre transaction va être entièrement annulée. Donc vous perdez votre argent tout simplement. Donc il faut bien évaluer cette partie gaz ici, lorsque vous déployez ou vous appelez un smart contract. Alors maintenant, on va voir la partie smart contract plus en détail. En fait, ce qu'on a vu là, c'est qu'effectivement, sur Ethereum, sur la plateforme Ethereum, on a ces transactions et on peut, des transactions particulières qui vont être envoyées à une adresse particulière en fait, de la plateforme, vont nous permettre de créer des smart contracts. Qu'est-ce que c'est que ces smart contracts? En fait, il s'agit plus ou moins de programmes qui vont s'exécuter sur la blockchain, c'est-à-dire que ça va être exécuté par les différents nœuds du réseau. Alors, on dit qu'ils émuent la logique des clauses contractuelles. En fait, vous allez pouvoir représenter là-dedans un contrat d'échange de biens, ou une nouvelle monnaie. Vous pouvez créer sur Ethereum une nouvelle monnaie, en fait. La monnaie en circulation, normalement, c'est de l'Ether. On pourrait créer le Intake Coin, par exemple, qui serait notre propre monnaie avec notre propre rôle de distribution de la base monétaire à l'origine, et puis après, permettre les échanges entre les personnes. Donc voilà, donc ça va nous permettre d'exécuter des fonctions sur ces smart contracts. Comme l'a dit David, il y a plusieurs langages. En fait, donc, au final, on doit produire des opcodes qu'on va envoyer sur le réseau. Mais on ne va pas écrire directement en opcode, on va utiliser les différents langages front-end qui vont nous permettre de développer des smart contracts. Et notamment Solidity, qui est celui qui est le plus utilisé. Alors en fait, ça va que c'est assez simple. Là, on a un exemple de contrat très très simple dans Solidity. Donc on déclare le nom du contrat. Et puis on a un constructeur et, dans lequel ici, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va stocker l'adresse du compte Ethereum qui a créé l'instance de ce contrat-là. Okay, donc on a accès à des objets globaux, ici par exemple MSG, qui correspond à la transaction qu'on vient de recevoir. Parce qu'il faut bien imaginer qu'à chaque fois, quand on instancie un contrat, quand on appelle une fonction, en fait c'est une transaction qui est envoyée sur le réseau. Donc elle a une adresse d'origine, la mienne comme utilisateur de smart contract, et une adresse de destination qui est celle du contrat. On a ensuite une simple fonction ici qui va simplement retourner un message hello you si c'est n'importe qui l'appelle, ou hello my owner si c'est le créateur du contrat qui va l'appeler. Donc ça c'est pareil, ça va être une transaction qui va engendrer l'appel à cette fonction-là. Donc on doit, comme disait David, envoyer du gaz en même temps que la transaction. Après, on a des notions d'héritage, par exemple. On peut créer des contrats qui héritent d'autres contrats pour généraliser certains comportements à différents sortes. Alors on va voir un exemple un tout petit peu plus détaillé. Donc ici, par exemple, c'est un smart contract qui représente une élection. Donc le but de ce smart contract-là, c'est de permettre à des gens de faire des propositions et à d'autres utilisateurs de voter pour ces propositions. Donc ce qu'on voit ici très rapidement, c'est qu'on a la définition de struct, donc, qui sont des structures de données. On a ce que c'est qu'un vote, par exemple. Donc un vote, ça va pointer sur une proposition et puis un booléen pour dire est-ce qu'il a voté ou pas. On a un candidat qui est en fait une proposition, proposition sur laquelle les gens vont pouvoir voter. Donc il y a simplement ici un nom et un nombre de votes. Et alors après, ce qu'on va voir ici, c'est dans le constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lister toutes les propositions candidates qui sont sur le smart contract. Donc c'est ce qui est fait ici par le push. Et ensuite, quand une personne va vouloir voter, elle va envoyer une transaction vers ce smart contract-là, en lui passant pour quelle proposition candidate elle souhaite donner son vote. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer dans la liste de tous les voteurs, qui a un mapping ici, une map classique entre une adresse et une proposition. On va regarder s'il existe. S'il a déjà voté, le throw ici va annuler la transaction, donc on va renvoyer telle quelle parce que c'est une erreur, parce que c'est une tentative de fraude en fait, de double vote. Et puis si c'est correct, on va dire que c'est bon, il a voté, on va stocker son adresse et on va aller incrémenter le nombre de votes qui a été attribué à cette proposition. Voilà.
une différence ici, on voit cette fonction-là qui utilise le mot-clé constante. Donc qu'est-ce que ça veut dire que constante ici? Ça veut dire que cette fonction-là n'accède pas au stockage, ne va pas aller stocker des données au niveau de la blockchain, et donc du coup elle est gratuite, elle ne nécessite pas l'envoi de gaz, c'est juste de la lecture ici. Donc en fait la lecture elle ne va pas nécessiter d'inscription au niveau des données de la blockchain, donc elle est indiquée comme constante. Elle permet juste de retrouver quelle est la proposition qui a remporté le plus de points. Alors comment ça se passe? Comment on passe de ce code Solidity à la blockchain et comment derrière on va réussir à appeler le smart contract? En fait, de façon assez classique, on a une phase de compilation, donc on va transformer tout le code Solidity en deux choses, en des données binaires, qui sont vraiment ce qui va être envoyé et stocké par l'adresse du smart contract, et ce qu'on appelle l'API ici, qui est en fait en gros une définition de l'interface en JSON, une définition de l'interface du contrat en JSON. Quelles sont les méthodes qui sont accessibles, quels sont ses paramètres d'appel et ses paramètres de retour. Donc ça nous est envoyé à l'issue de la phase de compilation. Et ensuite, ce que j'appelle le déploiement ici, c'est-à-dire on va envoyer ces données-là sur Ethereum, sur la plateforme Ethereum, dans une transaction, à une adresse bien spécifique, qui est l'adresse qui permet l'instanciation de contrat. On lui passe deux choses, donc le code binaire et l'API. Et du coup, on va récupérer une adresse, qui est l'adresse de cette instance. Il faut imaginer qu'en fait, là, on crée une instance de notre smart contract sur la blockchain. Donc on a cette adresse-là qui va nous permettre par la suite d'envoyer des transactions à cette adresse pour exécuter des fonctions du smart contract. Si jamais je devais changer mon smart contract un tout petit peu parce qu'il y a un bug ou parce que je vais rajouter une feature, j'aurais une nouvelle adresse. Okay, on aurait une nouvelle adresse et celle-ci continuerait d'exister, elle est toujours ici. Alors on a la possibilité dans le code d'un smart contract de prévoir sa suppression, c'est-à-dire qu'on a des opérations dans le code Solidity pour dire self-destruct, je le supprime, mais si on n'a pas pensé sur la V0 à faire ça, à faire une feature qui permet de détruire le smart contract, il existe indéfiniment sur la blockchain. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut toujours se donner un moyen de supprimer ces contrats parce que sinon, à un moment donné, ça va tout nous échapper et on peut même aller perdre de l'argent. Il faut savoir que le smart contract, comme il a une adresse ici, qui est en fait la même que vous et moi, si on crée un compte sur Ethereum et sa propre adresse, il va aussi avoir de l'Ether. Il va aussi avoir un solde en Ether, une balance, qui va pouvoir, donc on va pouvoir envoyer de l'argent vers un smart contract et lui va pouvoir aussi envoyer de l'argent vers des personnes d'autres smart contracts. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici et enfin surtout quels sont les problèmes et les limites ici? En fait, ça reste assez complexe. Ça a l'air simple, comme ça a l'air très simple, comme Solidity est très simple. Malgré tout, il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser. L'histoire de, justement, comment mon contrat va se supprimer ou pas. Cette histoire de gaz aussi. Si un smart contract appelle un autre smart contract, il va devoir lui aussi payer des fees, donc envoyer du gaz. Donc il va falloir qu'il ait un stock suffisant de gaz. Et comment qu'il a ce solde-là? Comment en fait on gère le paiement des frais de transaction en fait dans notre programme? Ça c'est assez compliqué à gérer. En plus, il y a des patterns particuliers qui doivent être mis en place pour gérer la sécurité à certains niveaux. On en reparlera juste tout à l'heure. Donc je laisserai Paul expliquer cette attaque-là, mais il y a eu une grosse problématique sur la blockchain Ethereum il n'y a pas longtemps, parce que en fait, les développeurs des smart contracts n'avaient pas pensé à certains cas. Le problème c'est qu'une fois que c'est là, une fois que c'est sur la blockchain, c'est utilisable par tout le monde, et pour le meilleur comme pour le pire. Donc voilà, donc qui paye quoi? Ça c'est une question qu'on doit se poser en permanence quand on développe des applications sur base des smart contracts. Et puis la nature distribuée et asynchrone de l'exécution, forcément ça complique un peu le debugging. Parce que voilà, j'envoie ma transaction, mais après quand est-ce qu'elle va vraiment, j'appelle ma fonction, quand est-ce qu'elle va vraiment être exécutée? C'est quand il y a un des nœuds du réseau qui l'aura miné. Du coup, et puis quand il l'aura miné, s'il y a une erreur dedans, on ne va pas avoir un bon log dans la console. C'est assez complexe pour réussir à débugger des problèmes d'exécution lors des smart contracts. Alors pour nous aider, on a quand même des outils. Il faut savoir que Ethereum aussi est assez... L'écosystème Ethereum et l'outillage qu'on a est assez vaste, assez bien pensé. On a des API dans pas mal de langages qui sont plutôt bien faites. On a pas mal d'outils pour faire un peu ce qu'on veut. Le nœud dont on parlait tout à l'heure avec l'interface d'admin en IPC ou en JSON RPC, c'est vraiment, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec quand même pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, il est nécessaire au minimum d'avoir un compilateur sur l'outil pour passer notre code au smart contract. On a plusieurs implémentations. L'implémentation officielle Solc, qui est la version C++, en fait, qui est codée par la communauté Ethereum. Et après, on a des bindings en JS, donc on peut même, depuis du code JavaScript ou depuis du Node, transformer du Solidity en l'ABI et le binaire qu'on va envoyer dans la blockchain. Et il y a eu une version qui est carrément dans le browser, où là on copie-colle notre code Solidity, ça va nous générer les deux choses qu'on a vues avant, et on est prêt à déployer ça sur la blockchain. Ensuite, on a un IDE qui est développé par la communauté Ethereum, qui s'appelle Mix, qui est utilisé pour le développement. En pratique, moi, c'est pas vraiment ce que j'utilise, parce qu'en fin de compte, si on a un compilateur qui va bien et tout un outillage autour, on n'a pas forcément besoin de Mix. Il faut
peut modérer l'usage de Mix, c'est assez particulier. Et bon, par contre, Mix, il a des éditeurs pour le code source, il intègre lui-même le compilateur, et différents outils pour faire les tests. En fait, si vous voulez commencer, alors juste sur la partie ici, le problème c'est que comme on l'a vu, instancier, créer, faire des tests, si on fait ça sur la blockchain publique, Ethereum, ça va nous coûter de l'argent, ça va vite nous coûter très cher que de faire du dev. Donc, pour éviter de faire ça, on va soit utiliser un nœud local, on peut très bien lancer un nœud avec notre propre blockchain privée, donc il va falloir qu'on fasse nous le mining, ce ne sera pas le réseau qui le fera pour nous, mais d'un autre côté, ça va, là on gère tout, on peut se créer un compte avec 10 000 Ethers, il n'y a pas de problème, mais là on peut faire ce qu'on veut. Et sinon, il y a aussi TestRPC qui est une implémentation exactement du même protocole, mais in memory, en mémoire. Donc on le démarre, il va nous affecter au démarrage 10 comptes avec rempli d'Ether, puis après on teste avec ces comptes-là, ça ne coûte rien, ça va très vite, il n'y a pas besoin de faire le mining, c'est très adapté pour faire la partie de développement. Et sinon, si vous voulez commencer à jouer un petit peu avec Ethereum et essayer de créer les premiers smart contracts, moi ce que je recommande c'est Truffle. Truffle c'est un framework qui est très bien fait, alors il y a Embark qui fait à peu près la même chose en fait. C'est un framework qui est très bien fait et qui va vous permettre d'automatiser la compilation Solidity. Vous avez un build file et vous dites je prends tel et tel contrat et lui automatiquement il va détecter, il va vous compiler tout ça pour vous. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des tests unitaires, donc ça c'est intéressant. Ils ont un outil qui permet vraiment de faire des tests unitaires sur du code Solidity. Donc vous allez pouvoir dire ok je vais appeler telle fonction de mon smart contract et puis normalement ça doit fail, normalement ça doit retourner telle et telle valeur. Donc c'est intéressant de pouvoir faire des tests unitaires sur des smart contracts Ethereum. Et en plus, automatiser le déploiement, c'est-à-dire que lui, on va pouvoir dire dans Truffle, voilà, là je vais déployer en test sur ma blockchain privée, là je vais déployer en prod sur le vrai nœud Ethereum, et lui, en fonction de, on lui donne des adresses avec quel nœud il doit communiquer, il va pouvoir automatiquement nous envoyer, nous instancier le contrat sur la blockchain ici. Un petit point que j'ai essayé de faire rapide parce qu'il reste encore du contenu sur la partie communication. Donc là c'est très bien, on a vu, c'est notre blockchain, on peut faire pas mal de choses, mais c'est quand même assez limité. Et en plus, il faut bien comprendre que dans un environnement fermé, parce qu'on peut, imaginons que dans votre code, dans le code de votre smart contract, vous voulez faire un appel à votre database, impossible, on est bien d'accord. Un appel REST sur un service, impossible, ça c'est pas géré, et même par la nature même de la blockchain, c'est pas possible, parce que ce serait des appels à du code extérieur, on ne sait pas ce qui est fait, on aurait du mal à le truster. Donc du coup, ça c'est une problématique qu'il va falloir adresser, ou alors comment visualiser les données stockées par un smart contract. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interface graphique, tout se passe dans la blockchain, et pour voir vraiment ce qui est la liste des votants tout à l'heure, par exemple, si on n'a pas codé l'interface, ça va être un peu compliqué. Du coup, en fait, il y a différentes solutions qui reposent toutes sur cette interface JSON RPC, donc en fait, on va se connecter à un nœud, et on va lui envoyer des requêtes, aller lire les infos. La première chose qu'il propose, c'est les DAP, c'est ce qu'ils appellent les DAP, les Decentralized Applications, où en fait, on a une application HTML, JS, le type Single Page Application en Angular, ou j'ai fait en Angular 2, enfin vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez, mais on va utiliser la librairie Web3.js qui est fournie par Ethereum, qui va nous permettre de se connecter à un nœud du réseau, et puis de faire des appels, récupérer la liste des comptes auxquels j'ai accès, envoyer des transactions, des smart contracts. Donc là, on va pouvoir construire des interfaces web, en fait, au-dessus d'un nœud Ethereum. Et on a la possibilité aussi après de déployer ce front-end-là sur le réseau Swarm, donc c'est un réseau aussi, c'est un système juste de stockage en fait, qui est géré par Ethereum et qui va nous permettre de nous intégrer dans leur... Ils ont un browser qui s'appelle Mist, et en fait on va pouvoir dire ok, moi j'ai créé telle date, donc tel front-end pour mon smart contract, il a telle adresse, et les gens qui utilisent Mist, le browser Ethereum, vont le voir dans la liste des applications disponibles, on va imaginer que c'est comme un store d'applications. Une autre façon de pouvoir, je vais juste passer à la slide suivante, je vais expliquer directement ici. Si on veut, depuis l'extérieur de la blockchain, pouvoir monitorer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que là, on n'a aucune communication avec l'extérieur. Et pour autant, moi, je veux savoir quand voilà, un transfert a été fait parce que ça m'intéresse, je veux loguer ça, ou je veux même juste reporter l'état de cette transaction dans ma DB interne. Parce que j'utilise Ethereum, j'aimerais bien aussi avoir les informations dans mon backend à moi. En fait, ce qui est proposé par Solidity là-dessus, c'est cette notion d'événement. On va pouvoir, dans nos fonctions, émettre des événements. Et ces événements-là, ça peut être tout ce que vous voulez, ça a un nom et un ensemble de paramètres en fait, et ils vont pouvoir être monitorés depuis l'extérieur. Donc en gros, quand un utilisateur va envoyer une fonction via une transaction sur un smart contract, et que cette fonction-là publie un événement, je vais pouvoir avoir du code dans n'importe quel langage, n'importe où, tant qu'il va être connecté à l'interface JSON RPC d'un nœud, qui va être alerté quand ça arrive, et puis après, il va faire ce qu'il veut. Par exemple, recopier les données dans cette DB interne de la transaction, c'est possible. Donc ça nous permet, depuis la partie off-chain, en dehors de la blockchain Ethereum, de monitorer un peu ce qui se passe à l'intérieur.
Maintenant, ça ne suffit pas dans tous les cas. Dans certains cas, on a besoin du concept de ce qu'on appelle les oracles. Alors, qu'est-ce que c'est que les oracles sur Ethereum? Si j'ai besoin d'accéder, comme on disait tout à l'heure, à un service REST, je ne sais pas pourquoi, moi, dans mon smart contract, j'ai besoin de la météo à ce moment-là. Eh ben, on n'a pas de fonction dans Solidity get météo, ça n'existe pas. Donc, du coup, on va devoir passer par l'oracle qui va faire le lien en fait, entre la blockchain et le monde extérieur. Et l'oracle, parce que il faut considérer que lui, il nous dit la vérité. Ce qu'il va nous dire, c'est vrai. C'est-à-dire que si je lui demande la météo, il faut considérer que l'oracle, ce qu'il va me répondre, c'est la vérité et c'est bien la météo du jour. Parce que si on ne fait pas confiance dans l'oracle, le système-là ne tient plus. Comment ça marche concrètement? Ça se base aussi sur l'histoire des événements. Donc on a ici un smart contract client, par exemple, qui veut accéder à une ressource externe. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler une méthode getURL d'un autre smart contract qui est l'oracle. Okay, on va lui passer l'URL de la ressource de l'appel REST qu'il doit faire. Ici, ça va nous publier un événement qui va dire get tel URL. Et derrière, on a du code off-chain qui va monitorer cet oracle-là. Et quand on détecte cet événement, lui, il va concrètement vraiment faire l'appel REST pour récupérer les données. Et il va faire une nouvelle transaction vers le smart contract en lui passant les données qui étaient à cette URL-là. Et le smart contract va contacter le contrat d'origine sur une adresse de callback. Au final, on a bien le contrat client ici d'origine qui a reçu les données qu'il souhaitait avoir à l'origine. Donc il y a un petit peu de latence là-dedans, parce que ça passe par lui, c'est ici, mais c'est possible. Par contre, ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de truster lui, et surtout en fait, le smart contract de l'oracle. Il faut avoir confiance, et pas qu'il nous renvoie n'importe quoi, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est via ce principe-là, en gros, qu'on peut accéder depuis la blockchain à des ressources extérieures. Alors ça peut être des appels REST. Moi j'ai déjà fait par exemple certains smart contracts où on doit faire des opérations même qui ne font pas appel à des ressources extérieures mais qui ne sont pas possibles sur la blockchain. Par exemple de la décryption RSA ou des opérations un peu complexes comme ça, on ne peut pas les faire. On ne peut juste pas les écrire en Solidity. Donc on est obligé de passer par ce mécanisme-là pour faire certains calculs en dehors de la blockchain. Donc, on a vu quelques principes fondamentaux d'Ethereum, on a vu comment on pouvait coder nos applications. Pour autant, est-ce que Ethereum est capable de répondre à l'ensemble de nos besoins, à l'ensemble de nos applications? Et est-ce que demain, on va pouvoir héberger l'ensemble des transactions bancaires du monde entier sur Ethereum? Eh bien, en fait, on va avoir un certain nombre de limitations. Et principalement, selon ces trois axes-là. Le premier, c'est l'énergie. Alors, on a vu qu'il y a un mécanisme qui est basé sur l'échange de ressources énergétiques, de ressources CPU, en échange de monnaie cryptographique. Donc, c'est valable pour le Bitcoin, c'est valable pour l'Ether. C'est ce qu'on appelle le Proof of Work. Là, comme ça, instinctivement, vous devez vous dire que, à part prouver qu'on l'a fait, ça ne sert pas à grand-chose d'un point de vue purement consommation des ressources. Donc, il y a quand même peut-être quelque chose à faire au niveau purement consommation énergétique pour améliorer ce mécanisme de consensus, ce mécanisme qui permet de s'assurer que le réseau Ethereum est stable. L'autre problématique, c'est l'espace. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de la blockchain est intégralement téléchargé par tous les nœuds de notre système. Si l'on se projette un petit peu plus loin dans l'avenir, si demain le Ethereum supporte des milliers et des milliers de transactions, eh bien, ça va quand même contribuer quelque part à une certaine centralisation. Pourquoi? Parce que seuls les plus gros nœuds seront alors capables d'héberger un nœud Ethereum. Ce qui est un petit peu à l'opposé de la philosophie des blockchains, qui est de dire que tout un chacun peut ouvrir un nœud et puis se connecter à la blockchain et participer à son processus. Le troisième point, et peut-être le plus important, c'est la latence. La latence, c'est le nombre de transactions par seconde. Donc on a vu tout à l'heure que la taille du bloc est limitée en espace. Donc on peut inclure qu'un certain nombre de transactions. En parallèle de ça, il y a un certain temps de convergence pour le réseau qui va faire que lorsque justement des forks se produisent dans la blockchain, eh bien il va falloir un certain temps pour qu'on arrive à ce qu'on appelle justement le consensus et que la chaîne se réunifie. Donc à titre d'indication, le processus de consensus dans Bitcoin prend environ 10 à 15 minutes. Donc là, on est à peu près sûr que nos transactions passent dans un temps entre 10 et 15 minutes. Ce qui veut dire, quand on fait quelques calculs pour rapporter ça au nombre de transactions par seconde, Bitcoin supporte environ 7 transactions par seconde. Alors, pour l'instant, c'est largement suffisant, bien entendu. Maintenant, imaginez qu'on projette ça sur des échelles beaucoup plus grandes. Donc, on commence à toucher du bout des doigts un certain nombre de problèmes. Donc, le mécanisme Ghost, donc on a vu tout à l'heure avec les oncles, permet justement de pallier un petit peu à ce problème-là. Donc là, on va descendre le temps de convergence à entre 10 et 15 secondes dans Ethereum, ce qui est largement mieux. Par contre, et pour des raisons justement de protocole de synchronisation, on va quand même être limité en termes de nombre de transactions par seconde dans Ethereum. On va passer à 100 transactions par seconde.
Donc c'est bien, c'est beaucoup mieux. Par contre, on va tout de même avoir un certain nombre de limitations par rapport à ce temps de convergence. Alors, pour ça, en speed, d'accord, je me dépêche. Ah oui, effectivement. Donc je me dépêche. Donc Ethereum a appliqué et commence à travailler sur un processus qui s'appelle le Proof of Stake. C'est-à-dire qu'on ne se base plus sur la capacité de miner, sur les ressources CPU, mais on se base sur un système de pari. Donc, un certain nombre de validateurs, donc maximum 250, vont parier sur le prochain bloc qui va être inclus dans la chaîne. Et c'est celui qui fera la meilleure enchère qui va remporter la mise qu'il va déposer avant le vote. Donc ici, la valeur minimum de dépôt, ici, c'est 1500 Ethers. Donc ça veut dire que tout participant à ce processus de Proof of Stake va devoir déjà mettre sur la table 1500 Ethers pour commencer à participer. En fait, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'aujourd'hui, le processus de minage fait que les gens sont regroupés en pool. Donc au maximum sur Ethereum, aujourd'hui, il y a en réalité 10 validateurs, même sur le mining. Ce sont les gros pools qui participent au minage de l'Ether. L'autre solution, c'est de partir sur des modèles qui sont complètement différents. Donc là, on part sur un univers qui s'appelle les permission blockchain. Donc on va plutôt s'intéresser à ce genre de choses pour les blockchains semi-privées, hybrides ou privées. Bon, même si blockchain privé, je ne vois toujours pas l'intérêt, mais en tout cas, sur les blockchains hybrides, donc qui sont gérés soit par un consortium, soit par un ensemble d'entités, qui donc se partagent le travail, on va pouvoir ajouter une notion de permission. Donc on va filtrer l'entrée à la blockchain. Donc sa base, on évite ainsi l'usage du proof of work pour fonctionner sur la blockchain. Donc on a un certain nombre de projets que je vais malheureusement passer parce que je n'aurai pas le temps de les aborder en détail, mais des projets qui vont justement essayer de corriger un certain nombre de problèmes qui sont liés aux blockchains publiques, chacun avec leur propre façon de faire, façon de travailler. Il y en a une qui est quand même assez marrante, c'est Eris, qui est complètement un fork de Ethereum. Simplement, elle a changé le mécanisme de consensus pour un proof of stake un peu dérivé. Et enfin, la dernière solution, c'est de passer par les sidechains. Donc on veut rester en connexion avec la blockchain publique. Donc ici, les sidechains, c'est principalement pour Bitcoin. Les sidechains, elles consistent à faire quoi? À prendre des Bitcoins dans la chaîne principale, à les réserver et à les transférer dans ce qu'on appelle une sidechain. Dans cette sidechain, on va pouvoir imposer nos propres règles du jeu. Donc elles vont pouvoir être gérées par des consortiums, elles vont pouvoir être privées, elles vont pouvoir avoir des temps de transaction qui sont beaucoup plus courts, utiliser des mécanismes de consensus différents. C'est comme vous voulez, toujours est-il que les bitcoins ici vont pouvoir se balader ici et revenir ici. Donc il y a deux projets aujourd'hui sur Bitcoin, Blockstream et RSK. Donc RSK, Rootstock, qui apporte les smart contracts à Bitcoin notamment. Aujourd'hui, il n'y a pas de sidechain pour Ethereum. Il y a fort à parier que ces mécanismes soient appliqués à Ethereum également dans les quelques mois qui viennent. Donc, très speed. Juste quelque chose qui est arrivé très récemment, on peut appeler le Spigget, mais il n'a pas vraiment de nom officiel. Au final, ça a déjà été introduit par Fabrice Patin, donc je ne vais pas revenir sur le fond de qu'est-ce que le ZDAO. C'est une sorte de fonds d'investissement décentralisé qui a été créé sur Ethereum. Donc, c'est le premier fonds d'investissement et c'est la première implémentation d'un concept qui est le DAO, qui est un système, une sorte de boîte autonome qui tourne sur une blockchain. Donc, ZDAO, c'est cette première instance, et ils ont levé 11 millions d'Ethers en mai, soit 146 millions d'euros. Voilà. Donc, c'était promis un grand avenir, il y avait beaucoup de gens qui fondaient beaucoup d'espoir dans ce système-là. Il faut savoir que ça représente 15% de l'Ether, à peu près, qui ont été mis dans ce système-là. Fin de semaine dernière, donc c'est vraiment tout récent, il s'est avéré qu'ils ont trouvé une faille dans le code. Donc en fait, il y a la fonction split qui sert à sortir du... oui, pas vraiment sortir, mais qui sert à faire en sorte de dupliquer, entre guillemets, le fonds d'investissement et de mettre son argent dans un fonds d'investissement séparé. Voilà, pour faire simple, donc ça split le DAO, entre guillemets, et ben, elle pouvait être appelée d'une manière récursive via un système d'héritage, etc. Donc ils se sont aperçus de ça, et forcément, une paire d'heures après, il y a quelqu'un qui a utilisé la faille et qui a enlevé et qui a mis dans un compte qui est bloqué pour l'instant pendant 27 jours, 3 millions d'Ethers, ce qui fait à peu près 50 millions d'euros.
Donc ils ont perdu 50 millions d'euros. Alors, il y a des solutions qui ont été proposées, et forcément ça fait un combat, hein, tout le monde se demande ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'on appelle le soft fork et le hard fork. Le soft fork, c'est tout simplement de faire en sorte que toutes les transactions qui viendront de ce compte qui est bloqué pendant 27 jours seront ignorées. Le hard fork, c'est de reprendre l'état de la chaîne avant que tout le phénomène existe et de recommencer ce point à partir de ce moment-là. Un rollback. Un rollback, quoi. On fait un rollback. Le problème, c'est qu'au final, ça ne peut pas être considéré comme un vol. Le principe, c'est que la loi, c'est le principe de tous ces phénomènes-là, c'est les smart contracts, et la faille fait partie du contrat. Donc ça ne peut pas être considéré comme un vol ou comme un hack, c'est juste une utilisation qui n'était pas prévue du code qui a été faite. Alors ça, c'est comme on peut faire le parallèle dans la jurisprudence ou dans la juridiction, un avocat qui trouve une faille dans des lois et qui l'utilise alors qu'au final ce n'était pas la volonté primaire de cette loi d'aller dans cette direction. Les cas sont nombreux dans ce genre de choses. Alors qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'au final, il y a une certaine vulnérabilité à la faute de code dans ce système-là. Et sur la place luxembourgeoise en particulier, mais un peu partout, il y avait beaucoup d'espoir et beaucoup de business models qui commençaient à être imaginés sur des fonds d'investissement basés sur des blockchains. Je pense que ça va en refroidir plus d'un. Les gens vont avoir plus tendance à faire confiance à leurs avocats ou à une structure comme celle-ci que, au final, à leurs développeurs. Et à tort ou à raison. Hein. Mais quand on a un investisseur qui a beaucoup de capitaux, au final, il y a cette problématique qui va se poser. Après, d'une manière purement sur le problème en tant que tel. Est-ce que c'est la fin de Zidero? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle mouture? Comment ça va se passer? Au final, on est dans l'expectative, on ne sait pas précisément ce que ça va faire. Au final, là, les impacts financiers, même s'il y a 50 millions d'euros qui sont en partie, en quelque sorte, ils sont limités. Parce que l'argent qui était dans ce fonds d'investissement n'avait pas encore été investi dans des projets. Et puis, maintenant, tous les détracteurs à Ethereum, ils vont avoir quelque chose qui va leur permettre tout simplement de pouvoir faire peur en disant que la blockchain n'est pas forcément une bonne technologie. Voilà. Ça pose un tas de questions sur l'avenir de tout ça. C'est comment Et la vraie question là-dessus aussi, c'est l'histoire de décentralisation. Parce que là, qui c'est qui décide qu'il va faire un fork? Qui c'est qui décide qu'il va faire un rollback? Qui c'est qui peut décider qu'en fait, ça c'est trop gros, cette faille-là, ou c'est même pas vraiment une faille, c'est trop gros, il faut revenir en arrière sur le code d'Ethereum. Normalement, c'est décentralisé, il n'y a personne qui peut décider de ça. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui militent pour le soft fork, le hard fork, en fait, qui sont des modifications du principe même et du code source pour sauver quelques-uns qui ont perdu de l'argent. Mais c'est juste. Normalement, la règle du jeu elle était écrite dans le code. S'il y avait quelqu'un qui en a profité, c'est tout. On ne peut pas faire de... Ça, c'est un peu opiniative. Mais... enfin voilà, pour moi, c'est ça. Voilà. C'est tout. Voilà, merci. Merci à tous.